Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment le mythe de la folle à chat avait été créé? Parce que c'est quand même une image qui revient énormément. Une femme seule ou une femme qui émet un avis qui est un petit peu à l'opposé de l'avis général des hommes. Eh bien, on va tout de suite partir du principe que oui, mais tu vas finir seule avec tes chats et nanani. Comme si d'ailleurs c'était la pire des choses qui pouvaient arriver à une femme. Genre, la pire des choses qui pourraient arriver à une femme, ça pourrait être tellement pire. Genre, pour vous, c'est vraiment qu'on finisse avec des chats. Pour nous, c'est genre, je sais pas, se faire agresser, se faire violer, se faire tuer. Il y a l'histoire d'une femme qui s'est quand même faite... je crois que c'était une mannequin qui s'était faite assassiner par son conjoint et qui ensuite s'était faite hacher dans un broyeur. Voilà. Ça, par exemple, c'est la pire chose qu'on pourrait imaginer pour nous-mêmes. Finir seul à l'abri des hommes avec des chats, c'est pas tellement flippant, tu vois, pour nous. Au contraire, c'est un peu the salvation, like the ultimate goal, like why not? Genre, si moi, j'étais pas allergique aux chats, ce serait mon futur idéal. Moi, je serais la folle à chien qui vit dans une forêt et qui appelle les animaux. Parce que c'est comme la théorie de do you choose the man or the bear? Genre, est-ce que tu choisis l'homme ou l'ours? Si vous connaissez pas cette théorie, bon, je pense que tout le monde la connaît, mais c'est imagine t'es dans une forêt et genre soit il y a un ours dans la forêt, genre t'es toute seule dans la forêt, soit tu croises un ours, soit tu croises un homme. À toi de choisir. Et globalement, toutes les femmes sont en mode bah je choisis l'ours, mais sans hésiter, parce que être seule dans une forêt et d'un coup tu vois un homme alors que t'es seule au milieu d'une forêt, c'est flippant. C'est genre, qu'est-ce que tu fous là? Il peut nous agresser, nous tuer, nous violer, alors que l'ours... En fait, l'ours, c'est un ours. Il y a une possibilité qui se casse. Je sais pas si vous avez déjà vu toutes les vidéos avec, aux États-Unis, des familles qui se font interrompre, enfin j'ai envie de dire interrompre, je sais pas si c'est le bon terme, mais elles sont chez elles et là d'un coup il va y avoir un ours dans leur driveway, genre leur garage, etc., ou devant leur porte. Suffit d'aller vers l'ours et de hurler et de faire genre et genre surtout pas courir, etc., pour que l'ours parte. Donc il y a cette possibilité. Et ensuite, il y a la possibilité que l'ours n'en ait rien à foutre de toi. Et ensuite, il y a en effet la possibilité qu'il est extrêmement fin et qu'il a envie de te buter. Mais à ce moment-là, écoute, il te file un coup de patte dans la gueule, t'es morte, et puis basta cosy. Et puis t'auras aidé un ours à se nourrir et toute sa famille de bébés ours. Un homme... Je vous laisse juste réfléchir à ce qu'un homme pourrait faire à une femme seule dans les bois. Quel genre de psychopathe c'est? Non, 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 certainement pas. Certainement pas. Il y a des mecs qui veulent pas comprendre. Ouais, mais je comprends pas. Un homme, il pourrait t'aider à retrouver ton chemin, mais va te faire cuire le cul. MDR. Je préfère être dans une forêt seule avec un ours qu'être dans une forêt seule avec un homme. Genre, absolument pas. L'homme, mais absolument pas. Ça montre le degré de confiance qu'on vous fait. Honnêtement, genre. 0% de confiance envers le mâle, vraiment. À part si c'est un homme que je connais, mais genre, my gay best friend, you know? Mais c'est genre un inconnu homme, mais jamais de la vie. Bref, le mythe ou l'histoire de la folle à chat. En colère, en colère, en colère, en colère. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'Antiquité, notamment en Égypte, le chat, il était très respecté pour ses vertus protectrices, sa capacité aussi à protéger les foyers. On l'associait aux figures féminines de la maternité et de la liberté, comme la déesse Bastet. Mais plus tard, avec la montée en puissance de l'Église catholique, dans tellement d'épisodes que je fais, les choses partent en cacahuète à partir de ce moment-là, où il y a l'Église catholique qui, justement, prend de plus en plus de place et de plus en plus de pouvoir. Je veux dire, c'est quand même important de critiquer les impacts des religions quand même, parce que c'est chaud quand même. C'est chaud. Moi, je viens d'une famille qui est en soi plutôt catho, et j'ai beau avoir ce background-là, c'est justement de plus en plus important de dire, waouh, c'est catastrophique. C'est catastrophique le fait que une religion puisse, comment dire, puisse détruire de plus en plus les droits des femmes, créer des mythes qui vont venir les stigmatiser. Et ça, c'est le cas pour
le catholicisme, mais aussi, à mon sens, pour toutes les autres religions. Pour toutes les autres religions qui, quand elles sont utilisées afin d'avoir du pouvoir, de diriger d'autres choses que simplement la vie individuelle d'une personne, quand ça devient vraiment un gros truc, bah, oh là là. Genre quelqu'un qui, je sais pas comment dire, quelqu'un qui, dans sa petite chambre, va vivre sa religion, ok, mais à partir du moment, et malheureusement c'est le cas, où la religion prend beaucoup d'espace, que ce soit pour le christianisme, l'islam, le judaïsme, etc., pour moi, ça devient à chaque fois anti-femme au bout d'un moment. À part si tu le vis toi-même dans ton coin, mais à partir du moment où ça devient vraiment un gros truc, vas-y, on veut embarquer des gens dans notre religion et on va décider on va faire des lois par rapport à notre religion, on va décider de certaines choses, de si t'as le droit de faire ci, si t'as le droit de faire ça, et il va falloir faire des choses par rapport à telle et telle religion. Mais jamais de la vie en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin. J'ai un peu bégayé. Et vous savez pourquoi je bégaye là un petit peu? Parce que j'ai reçu un commentaire d'un gars. Voilà, c'était obligé, hein. D'un gars qui me dit dans tes podcasts, tu me dis beaucoup trop, franchement, hyper dommage, j'arrête d'écouter. Et du coup, je me suis sentie un peu comme une merde. Et je me suis dit, mais ça me saoule parce qu'en effet, je dis beaucoup eux. Et je bégaye parfois. Et ça me saoule. Là, je me prends plein de commentaires négatifs d'un coup, genre sur Insta ou sur mon podcast. Il y a des gens qui me disent, ouais, les meufs moches comme ça, on m'insulte sur mon physique et tout. Rien à voir avec le début de l'épisode. Mais du coup, moi d'habitude, qui ai plutôt confiance en moi, là d'un coup, ça m'a mis mal, où je me suis dit, tout à l'heure, j'étais dans la voiture avec ma meilleure copse, et rien que là, j'ai bégayé, ma meilleure copse. Et genre, je me regarde dans le rétro et j'étais en mode, est-ce que je suis moche? Et d'un coup, j'étais en mode, mais meuf, mais ça va pas, jamais de la vie. Non. Et surtout, ne va pas laisser de crédit à des hommes comme ça. Donc, j'arrête pas de dire Bref, je vais revenir sur mon putain de sujet parce que mes girls, elles en ont rien à faire que je dise parce que c'est juste la life. Et puis justement, c'est une manière de censurer les femmes parce que on n'a pas le droit d'avoir des moments de flop, des moments de latence comme ça entre certains mots. Oui, bah désolée, je ne suis pas je ne suis pas une personne avec un débit de parole parfait, une diction parfaite, malheureusement. Je continue avec mon histoire. Donc je disais, avec la montée de l'Église catholique, au Moyen-Âge, la façon de voir le chat va changer du tout au tout. Il y a eu un tournant le 13 juin 1233, ce qui veut dire que ça date quand même. Hein. Ça date. Lorsque le pape Grégoire IX va publier un texte officiel qui s'appelle Vox in Rama. Ce document, il va déclencher les premières grandes persécutions, c'est-à-dire qu'il va affirmer clairement que les personnes accusées d'aller contre les religions, c'est-à-dire les hérétiques, toutes les personnes qui vont pas croire à une religion, donc par exemple moi, si j'avais été présente à cette époque, j'aurais été une énorme hérétique, et ben on va partir du principe que ces personnes-là fréquentent le diable, et que celui-ci, il prendrait la forme d'un chat noir. Et c'est d'ailleurs lié, je voulais faire cet épisode aussi, parce que là j'ai vraiment envie d'adopter un animal, bref. Et du coup je suis allée regarder dans les refuges, etc. J'ai envie d'adopter un chien, je suis très chien. Et il y avait beaucoup de chats noirs. Et moi, je trouve que les chats noirs... Enfin, j'adorerais avoir un chat si je les comprenais un petit peu, mais j'ai du mal à comprendre les chats parce que j'ai jamais eu de chat. Ça me fait peur parce que ça griffe, même pour jouer, ça mordit. Moi, je suis habituée à avoir un chien, un gros pépère qui dit rien et qui fait rien, tu vois. Mais si je pouvais avoir un chat, et si en plus j'étais pas allergique, je prendrais un chat noir. Parce que c'est trop kikinet. Genre, c'est vraiment la kikinerie internationale. Et j'en parle à une de mes cops qui me dit, mais en fait, oui, c'est ceux qui sont le moins adoptés, qui sont d'ailleurs le plus abandonnés, etc., et qu'on va le plus retrouver dans les refuges, parce que il y a encore cette superstition du chat noir. Je dis, mais attends, mais c'est un vieux bail, genre tu vas pas acheter un chat noir parce que, ouais, le chat noir. Genre, il y a vraiment des gens qui pensent que ça va porter malheur, ça va te porter l'œil, etc. Je dis, c'est juste un petit minet, enfin, je sais pas. Et du coup... ça m'a rappelé ça, et en plus, c'est encore d'actualité. Maintenant, il y a plein de chats noirs qui ne sont pas adoptés, qui sont maltraités, etc. Et tout ça, ça vient initialement de ce texte par le fucking pape
en 1233. Donc ça veut dire que franchement, ceux qui veulent pas croire que on va récupérer des choses, qu'on va hériter de certaines pensées au fil des années et des siècles, je veux dire c'est en 1233, on est en 2026, et bien les gens qui croient pas qu'on va pouvoir hériter de ce genre de stéréotypes et de superstitions sont vraiment neuneux. Quand je dis que la condition des femmes, la manière dont on considère les femmes, c'est hérité de plein de pensées qui viennent par exemple de la chasse aux sorcières, et ça j'en ai parlé dans d'autres épisodes, et justement j'en parlerai beaucoup dans cet épisode-là. Les gens qui veulent pas croire que c'est ça la réalité, parce que oui, mais maintenant on est dans un monde moderne et que vous êtes juste teuteux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas penser consciemment, mais ça va être des mécanismes inconscients. Là, tout le fait qu'il y ait plein de chats noirs dans les refuges, et c'est bien dû à quelque chose. Donc là, on va quand même parler beaucoup de la cause animale en soi, parce que il y a 2 êtres qui en pâtissent de tout ce truc de sorcellerie, d'hérétique et tout ça, c'est à la fois les femmes et les chats, tout simplement. Et alors pourquoi le chat noir ? Contrairement au chien, qui est soumis. Le chien, c'est un animal qui est censé être dressé, fidèle à son maître, soumis aux directions de son maître. Le chat, lui, on le sait tous, il a une certaine indépendance. Le chat, il est indépendant, il décide par lui-même. Il vit en plus la nuit, il reste là où il a envie de rester, il refuse d'obéir pour plein de raisons. C'est un peu lui qui fait sa loi. Et c'est difficile, où il y aura très peu de chats qui vont être dressés comme des chiens sont dressés. Et dans la société du Moyen-Âge, qui est obsédée par la discipline, oh, mon Dieu, la discipline et l'autorité religieuse, cette désobéissance-là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un animal qui ne veuille pas obéir, qui veuille rester indépendant, etc., ça va devenir hyper suspect. Donc un animal qu'on ne peut pas dresser ne peut appartenir qu'au mal, qu'au diable. Et donc ça, c'est le cas des chats, et plus tard, c'est nous, parce que les femmes, on est considérées comme des animaux, tout simplement. Donc on va avoir un peu un destin lié avec les chats. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est dans l'économie de l'époque, la valeur d'une femme, elle repose sur son intégration dans un foyer qui est dirigé par un homme, toujours, et sur sa capacité à faire des enfants. Ça, globalement, en plus, c'est quelque chose qu'on a hérité encore maintenant, qui existe maintenant dans plein de familles qui ont toujours ce truc hyper patriarcal-là, dans plein de religions qui gardent cet ordre patriarcal. Oui, les femmes, elles sont faites pour être dans le foyer et faire des enfants. Et ça, on le retrouve partout, dans plein de pays, même en France, dans plein de sous-cultures, de religions. Vraiment, on le retrouve partout, ce truc-là. Et ça, on le garde depuis perpète. Là, déjà, on est en 1232 et ça existait déjà. Pour vous dire que les choses restent. Et c'est pour ça que la bataille contre le patriarcat est encore plus difficile, parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer ce qui existe maintenant, parce que la réalité, c'est qu'en fait, on a tout un conditionnement qui dure depuis des siècles. Donc, ok, on peut enlever le dessus de l'iceberg, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a en dessous et qui est encore plus gros et qui date, qui s'est enraciné au fil des siècles. Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus compliqué de l'enlever, parce qu'il y a des gens, si tu leur demandes pourquoi la femme pourquoi la femme doit être à la maison, au bout d'un moment, il n'y aura pas de réponse. Les personnes ne savent même plus pourquoi. C'est juste un enracinement où on t'a tellement appris ça et les parents ont tellement appris ça que plus personne ne sait pourquoi. C'est parce que c'est comme ça. On va te dire, c'est parce que c'est comme ça. Ou les gens qui sont hyper croyants, parce que c'est Dieu qui le dit. Mais du coup, tu as décidé de n'avoir aucun sens critique. Voilà, cette personne-là a décidé de n'avoir aucun sens critique. Voilà, aucune notion de réflexion, tout simplement. C'est vraiment marrant. Anyways. Donc, à ce moment-là, la vraie richesse, c'est la terre, les petits commerces, etc. Et en temps normal, quand une femme se marie, tout ce qu'elle possède, elle va passer sous l'autorité de son mari. Donc soit initialement ça appartient au père, ensuite ça passe au mari. Mais si elle reste célibataire, ou si elle devient veuve et qu'elle refuse de se remarier, l'argent reste dans sa poche à elle. Donc ça veut dire qu'elle peut travailler, gagner sa vie comme, je sais pas, une boulangère, une tisseuse, une marchande. Elle peut gérer sa maison en totale autonomie. Et pour les hommes qui sont au pouvoir, voir de l'argent et des terres
échapper à leur contrôle, c'est inacceptable. C'est pas possible. Et en plus de ça, la société de l'époque a un besoin immense de population pour travailler dans les champs, puis plus tard dans les usines. Donc ça va venir bien plus tard, en effet. Mais pour les dirigeants et l'Église, le seul rôle d'une femme doit être de se marier et d'avoir le plus d'enfants possible pour créer cette future main-d'œuvre. Donc, en plus de ça, là, on imagine une femme qui garde de l'argent et des terres, et deuxièmement, une femme seule va déranger parce qu'elle refuse ce destin qui est de créer des enfants et du coup d'apporter de la main-d'œuvre au pays et à l'Église. Pire encore, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires qui vont aussi être des guérisseuses ou des sages-femmes du village. Donc, c'est elles qui vont connaître les secrets des plantes pour soulager la douleur, qui vont aider d'autres femmes à accoucher, mais aussi pour éviter une grossesse ou l'interrompre. Elles détiennent quand même un immense pouvoir sur la vie. C'est considéré déjà comme hérétique d'éviter une grossesse, d'éviter une naissance, mais d'autant plus de connaître certains soins par les plantes, parce que on se rappelle quand même, à l'époque, si l'Église est aussi importante, c'est que tout ce qui sauve, c'est censé être Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de on va te faire boire un antidote, nanani, nanana, ça c'est de la sorcellerie. C'est juste tu pries, et si tu pries pas, bah, c'est que t'as pas prié, si tu pries et que ça n'a pas marché, c'est que t'as pas prié assez, etc., etc. Et si tu pries pas, bah, c'est que t'es un hérétique et que Dieu, il voulait que tu meurs, ou Dieu, il voulait que t'aies ton enfant, même si t'as été violée et que t'as eu une grossesse non désirée. Voilà, tout simplement. Dire que la seule chose qui a du pouvoir, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'homme. Tout simplement. Sauf que là, elles détiennent un réel pouvoir, et dans la tête des autorités, c'est impossible. Le monde, il fonctionne grâce à une chaîne d'obéissance très stricte. Le roi commande au peuple, le prêtre commande les fidèles, le mari commande sa femme. Un mari est responsable de ce que fait son épouse. Si une femme vit seule, il n'y a personne pour lui donner des ordres ou répondre de ses actes. Et en plus, elle va à l'encontre de la religion, si par exemple elle est guérisseuse ou je sais pas quoi, à l'encontre de son destin divin qui est de créer des enfants si elle n'en fait pas. Et en plus, elle vole de l'argent. Voilà, donc tout simplement. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre à toutes les autres femmes du village quelque chose que les hommes ne veulent pas que les femmes montrent, c'est qu'on peut très bien se loger, se nourrir et vivre une vie délicieuse sans avoir besoin d'un mari. C'est encore le cas maintenant. Dès qu'une femme va montrer qu'elle est bien plus heureuse sans homme, vous allez avoir une horde d'hommes qui va venir s'énerver, venir ramener justement cette comparaison de la folle à chat, mal baisée et nanani et nanana. Parce que pour les hommes, le plus grand supplice, c'est de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas utiles. Parce que c'est ça la réalité, c'est que les femmes vivent très bien. Et en plus, 1000 fois mieux sans les hommes. Les hommes ne sont pas nécessaires dans notre société. Ils ne sont pas nécessaires. Nécessaires pourquoi ? Pour faire des enfants ? Si j'en veux pas. Tu vas me servir à quoi ? Pour faire la guerre ? Mais s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de guerre. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas servir à quoi ? Tu vas m'aider à construire une table ? Mais écoute, tu vois, s'il n'y a pas d'homme, je vais la construire moi-même, ma putain de table. Hein ? Je vais demander à toutes mes sista besta, entre girls, on se débrouille. Vous savez pourquoi ? Parce que même si on n'a pas des compétences dans certains trucs, parce qu'on ne nous a pas appris à avoir des compétences dans des choses qui sont manuelles, on a quelque chose que les hommes n'ont pas. C'est le sens critique. Tout simplement parce que les hommes apprennent à être comme des chiens, c'est-à-dire soumis. C'est les premiers qui vont aller à l'armée. En plein rêve d'avoir quelqu'un qui va leur dire quoi faire. Ils sont incapables de prendre des décisions seuls. C'est bien pour ça qu'il y a les hommes. Ah, j'ai mis où ma chemise ? Et comment on fait pour faire tourner la machine ? Et comment on fait ci ? Et comment on fait ça ? Est-ce qu'ils sont incapables de se gérer par eux-mêmes. Encore maintenant, j'entends des copines raconter des histoires sur leur père qui ne savent pas se faire à bouffer, qui ne savent pas faire une machine, qui savent rien faire. La seule chose qu'ils savent faire, c'est en effet monter une table. Bon, bah très bien, mais nous, notre compétence, c'est qu'on apprend. On apprend. Et moi, si je ne sais pas monter une putain de table, je vais apprendre à le faire, hein. On va apprendre. Tout simplement, on fait. Et c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette prise de parole de Reese Witherspoon qui est une actrice qui disait, souvent dans les scripts, elle voyait tout le temps cette phrase prononcée par une femme à chaque fois. What do we do now?
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une femme qui s'adresse à un homme. What do we do now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors qu'une femme sait toujours quoi faire. Une femme sait toujours. Une femme se débrouille toujours. Et c'est justement ce qu'elle dit. Elle dit, c'est le truc qui est le plus répété. Quand tu parles à ton enfant, tu lui dis, si jamais tu es perdu, tu vas voir une dame. Tu vas voir une dame pour plusieurs raisons, parce que la dame ne va certainement pas t'agresser, alors qu'un homme, tu vas avoir peur, qu'un homme, il est complètement empoté, il va pas savoir quoi faire, tout simplement, et qu'il peut très bien te kidnapper dans sa putain de bagnole, et te violer, tout simplement. Et la plupart des gens ne veulent même pas admettre ça, alors que c'est ça qu'ils vont apprendre à leurs enfants plus tard. Il y a plein d'hommes qui veulent pas admettre qu'ils sont le problème, alors que c'est bien eux qui vont ensuite apprendre à leur petite fille: rentre pas seule le soir, t'habilles pas comme ça, ne crois jamais un homme, t'as pas le droit de sortir avec un homme parce que moi je les connais. Mais alors si tu les connais, pourquoi n'es-tu pas d'accord sur le fait de dire que une grande majorité des hommes sont des prédateurs? Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y a des hommes formidables qui écoutent ce podcast. Il y en a peu, mais il y en a certains. Et encore une fois, je tiens à chaque fois préciser que je sais que vous êtes là. Et merci. Et youpi, tralala. Et je sais que vous n'êtes pas du tout gênés par ce que je dis. Parce que vous savez très bien que les hommes peuvent être le problème. Et que vous faites de votre mieux pour vous instruire et pour changer les choses. Et c'est génial et on a besoin d'hommes comme vous. C'est bien ces hommes-là dont on a besoin d'ailleurs. Hein. Mais bon, si on pense aux 90% restants, il y a quand même de gros soucis, vraiment de gros soucis à prendre en compte. Bon, je continue avec ce que je disais. Oui, voilà, c'est cette idée qu'une femme seule, enfin les gens qui vont voir une femme seule, ça va leur être absolument insupportable parce que ça va venir à l'encontre d'un ordre qui est que les hommes veulent se sentir utiles et importants. Et dans tellement de points, et vous savez, ça va être un sujet que je vais aborder là le 3 septembre pendant mon podcast live, j'espère que vous allez venir. Hein. D'ailleurs, je répète encore une fois, c'est le jeudi 3 septembre, il faut venir à partir de 19h30, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de place, juste entrée libre, arrivez le plus tôt possible parce qu'après, il est possible que vous ne trouviez pas de place assise. Voilà. Et c'est un sujet que je vais aborder notamment sur ce besoin des hommes de se sentir importants. C'est bien pour ça que Dieu est un homme. Mais Dieu, par exemple, c'est une croyance. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu, Dieu. Que personne de vivant n'a jamais vu. Pourquoi Dieu serait un homme? Pourquoi Dieu serait un homme et pas juste quelque chose? Moi, c'est pour ça que j'adore penser à l'univers. L'univers, je sais pas, ce n'est ni homme ni femme. Je crois en l'univers, en tout ce qu'il y a autour de moi, en tout ce que je peux voir, en la puissance de l'humain, la puissance de l'amour, en la puissance de nos énergies communes, de la manifestation, de ci, de ça. Parce que voilà, c'est des choses qui n'ont pas besoin d'être genrées, qui n'ont pas besoin d'être voilà, définies très clairement. Alors qu'en fait, tout ça vient de là aussi. C'est-à-dire que les hommes depuis leur naissance, on leur dit que le maître de tout, c'est Dieu, et qu'ils ressemblent à Dieu, puisque eux-mêmes sont des hommes. Ils sont les hommes, donc forcément, par essence, la femme est en dessous. Et ensuite, bien entendu, tous les animaux. Parce que Dieu, dans la conscience qu'on s'en fait, si je vous demande de fermer les yeux, la plupart des gens vont s'imaginer, en effet, un homme, un humain, quoi. Moi, je n'arriverais pas à imaginer à quoi il ressemble. Autant Jésus, on sait tous que c'est un mec, etc., etc. Mais après, il y a plein d'autres religions. Hein. Mais quand on dit Dieu, on s'imagine une voix masculine, un gars, quoi. Bon, bref. Et donc, ça implique quand même que l'humain est le plus important. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast... Non, pas du tout. J'ai regardé un documentaire d'Arte qui racontait en quoi l'humanité n'était vraiment pas utile et était vraiment insignifiante. Et ça racontait, c'était un petit documentaire de 30 minutes, par exemple... Déjà, la Terre, on est à côté d'une étoile, qui est le Soleil. Le Soleil, c'est même pas la plus grosse étoile qui existe. C'est même pas une étoile particulière. C'est juste l'étoile qui est la plus proche de nous, tout simplement. Et nous, on est une planète parmi des centaines de milliers de galaxies. Et de millions même de galaxies, dans un univers qu'on n'est même pas capable d'envisager, tellement il est large et infini, où il y a des millions et des millions de galaxies, de systèmes, etc. Et nous, on pense que nous, on est les maîtres. Nous, on est les maîtres. En plus de ça, on voit l'humain comme la race dominante. Et ça racontait que si l'histoire de la Terre était un livre de 1000 pages,
l'humanité serait à peine les 2 dernières phrases de la 1000e page du livre. On n'est rien du tout. Les humains, dans l'histoire de la Terre, on n'est rien. On n'est rien. On n'est pas les dinosaures. Les dinosaures ont vécu pendant plusieurs millions d'années. Nous, en quelques milliers d'années, à peine, on arrive déjà à la fin. On a déjà détruit notre planète. On a déjà pollué notre espace. Littéralement, on a pollué l'espace, pollué les plus profonds des océans, pollué toute la Terre. On a déjà un réchauffement climatique. On est la race qui aura été la plus insignifiante et la plus rapide sur cette planète. On va s'éteindre, peut-être pas dans notre vie à nous et votre vie à vous, mais là, bientôt dans l'histoire de la planète, ce sera déjà fini. L'humain n'est rien du tout. Mais par contre, on se distingue par notre ego qui nous a fait croire qu'on était le centre de tout, qui nous a fait... on n'est même pas les plus forts. On n'est pas les plus forts. Dans le documentaire, ça disait, s'il y avait des Jeux Olympiques, avec tous les êtres qui étaient sur cette planète, on n'est pas ceux qui courent le plus vite. On n'est pas ceux qui gardent, par exemple, qui font de l'apnée le plus. On a une peau qui est hyper faible, qui brûle. On résiste très mal aux températures extrêmes. On n'est pas du tout les plus forts. Il y a plein d'insectes qui sont capables de porter plus que leur poids, ce que nous, on serait même pas capable de porter en comparaison par rapport à notre masse et à notre poids. On n'est pas capable de garder notre air, de sauter le plus haut, de courir le plus vite, machin. Donc on s'est distingué par quand même une capacité à s'adapter dans un environnement qui nous était hostile, et par notre cruauté. C'est aussi comme ça, parce qu'on est les seuls êtres qui ont réussi à réduire tous les autres en esclavage, même ceux de notre propre espèce. C'est-à-dire qu'on a réduit les humains même en esclavage. Les gens, on les a réduits en esclavage. Que ce soit des personnes de couleur de peau différentes, de religions différentes, qu'on a massacrées. On est les seuls êtres qui massacrent par le plaisir de massacrer. Que ce soit des ethnies, des religions, des genres. Pour moi, on se distingue par cette complexité qui est à la fois qu'on a... Les humains ont un cœur énorme et en même temps une très grande cruauté. Et c'est vraiment étrange. Et on se distingue par notre capacité à détruire notre propre environnement en un laps de temps extrêmement, extrêmement réduit. Et pour moi, tout ça c'est lié, c'est... les gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde, forcément vont mettre à mal tout le reste. Je veux dire, un homme... Quand il pense qu'il est le centre du monde, la femme, ce n'est rien. L'animal, ce n'est rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un lien dont j'avais parlé entre le véganisme et le féminisme. C'est-à-dire que quand tu penses que l'animal t'est dû, quand tu penses que tout est dû, c'est-à-dire que tu peux dévorer un animal et le maltraiter, bien entendu, tu n'en as rien à foutre de tous les autres. Alors qu'un monde profondément féministe, ça veut dire un monde qui croit en l'égalité, qui ne croit pas que l'homme est ce qui domine. Parce que dans notre réalité, l'homme domine, l'homme avec un petit h domine. Il domine la femme et ensuite il domine tous les animaux. Et tout de la femme et des animaux lui est dû. Et la planète même lui est due. Alors que c'est faux. C'est juste faux. C'est juste faux, ça n'existe pas. Tout simplement. Bref, je continue avec, encore une fois, ce que je disais. J'adore m'éparpiller dans tous les sens. J'essaie de relire mon script. Excusez-moi. Allez, voilà. Si une femme vit seule, il n'y a personne pour lui donner des ordres ou répondre de ses actes. Et encore une fois, elle montre à toutes les femmes que c'est possible de vivre sans un homme. Et ça, c'est une vraie bombe à retardement, en réalité, pour le pouvoir en place. C'est pas possible. Une femme seule prouvait par sa simple existence qu'un homme n'était pas indispensable à sa survie. Et pour casser cette indépendance et faire peur à celles qui voudraient suivre la même voie, la société a trouvé la parade qui est parfaite, c'est faire d'elle une marginale, l'accuser de sorcellerie et prétendre que son seul compagnon au monde est un chat envoyé par
le diable, bien évidemment. Le diable qui est un homme d'ailleurs, hein, toujours. Le chat, il est plus vu comme un simple animal de compagnie, mais comme une créature maléfique qui est offerte par Satan pour aider la femme à faire du mal. Nourrir un chat errant devient une preuve d'accusation lors des procès de sorcellerie, par exemple. Et ce lien, il est formalisé en 1486 dans le Malleus Maleficarum. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mon épisode sur la chasse aux sorcières. Un de mes meilleurs épisodes, vraiment, je l'adore, j'arrête pas de le répéter. C'est un de mes premiers épisodes, mais franchement, il est top. Donc, ce texte-là, il a été rédigé par 2 juges de l'Inquisition. Ça veut dire de l'Église catholique, etc. Henri Institoris et Jacques Sprenger, je sais pas exactement. Et ce manuel, pour chasser les sorcières, il va officialiser la haine des femmes au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il va affirmer que les femmes sont naturellement plus naïves, qu'elles sont dominées par leurs désirs et qu'elles sont plus fourbes que les hommes, ce qui justifie de les surveiller et de les punir. À mon sens, c'est vraiment des hommes qui vont utiliser leur propre point faible. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui sont le plus naïfs et les plus dominés par leurs désirs et les plus fous, c'est les hommes. En réalité, ils vont utiliser leur propre, il me manque le mot, insécurité, et les transposer sur nous. Globalement, c'est ça. Pour se rassurer, pour se dire, nous, on est bien. Nous, on est mieux. Nous, on n'est pas en danger. Essayez toujours de trouver des raisons autre que juste je suis incompétent et je suis un être abject, autre que ça, pour justifier qu'une femme ne veuille pas de toi. Parce que c'est impensable, c'est tellement impensable qu'une femme ne veut pas de toi que tu vas t'imaginer qu'elle parle au diable. Genre c'est quand même fou. C'est tellement impensable. Mais alors que c'est la chose la plus logique au monde que les femmes ne veuillent pas de vous parce qu'on n'est pas dû. Une femme, c'est un être. Si elle a envie d'être avec toi, c'est qu'elle a envie. C'est parce que t'es intéressant. C'est parce que c'est son choix. Par essence, on n'a pas à vouloir de qui que ce soit, en fait. On n'a pas à obéir à qui que ce soit. On est des êtres humains. Sauf que dans leur... leur conscience du monde, ils ont tout. Ils sont les dieux. Donc une femme est à leurs ordres par essence. Donc une femme qui ne veut pas d'eux, c'est pas normal. Parce qu'elles n'ont pas à avoir le choix. Et c'est le même récit qu'on a chez les incels maintenant. Les incels, les masculinistes maintenant. C'est les femmes leur sont dues. Ouais, maintenant, moi, en tant que célibataire, aucune femme veut de moi, machin, je sais pas pour qui elles se prennent. Mais elles ont pas à vouloir de toi. Tu te prends pour qui ? On n'a pas à vouloir de qui que ce soit. On ne vous appartient pas. Et vous ne nous appartenez pas non plus. Enfin, je veux dire, vous êtes des êtres, tout le monde est un être indépendant, avec sa propre volonté, ses propres désirs, et basta cosy. Sauf que là, ça remet en question justement cet ordre hiérarchique qui met l'homme en haut de tout. Donc là, avec ce texte, on va justifier qu'il faut les surveiller et qu'il faut haïr les femmes qui sont comme ça. Pendant des siècles, la religion et les histoires populaires et aussi la justice de l'Église vont accumuler toute une série de reproches contre la femme et le chat. Le chat, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Déjà, un chat a les yeux brillants, t'es un peu dans le noir. Le fait que les pupilles du chat s'élargissent dans le noir et reflètent la lumière, ça a beaucoup marqué les esprits du Moyen-Âge, et pour l'Église, cette capacité à voir dans le noir, vraiment, les hommes étaient bêtes. Et je dis les hommes parce qu'à ce moment-là, dans l'église, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de femmes. Ça signifiait que l'animal portait en lui une étincelle du feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils étaient cons. Ils comprennent rien. Vraiment, ils comprennent rien. Mais pour moi, ils bouffaient des cailloux et ils bouffent encore des cailloux. Il y en a beaucoup qui ont les chicots abîmés, je vous jure. La capacité à voir dans le noir signifiait que l'animal portait en lui une étincelle du feu de l'enfer. Marseille-Saint-Charles. Ensuite, la vie nocturne. Le chat chasse la nuit. En fait, c'est vraiment tellement stupide. Donc il chasse la nuit, au moment où la société chrétienne dort. Ou le monde, puisque la société chrétienne dirige le monde. Tout le monde est censé tout le monde est censé dormir. Et sauf que comme c'est pas le cas, c'est très bizarre. Et la nuit, ça appartient aux forces du mal.
Pour eux, ça appartient aux forces du mal. Et du coup, ces déplacements silencieux, le fait qu'ils peuvent... les chats, ils peuvent crier un petit peu la nuit, etc., ou miauler, ils peuvent crier pendant les périodes d'accouchement, et ben ça va être comparé à à des cris de damnés. Donc, des gens qui appartiennent au diable, qui viennent des feux de l'enfer, etc. Et tout ça, ça va renforcer l'idée d'une union secrète avec le diable. Voilà. Un sabbat. Et le sabbat, c'est ce qui a été popularisé comme Halloween plus tard. C'est lié avec le monde des morts, etc. Donc vraiment, le chat, c'est la porte d'entrée avec le monde des morts. Ensuite, il y a l'incapacité à être dressé. Comme je l'ai dit, contrairement au chien qui va obéir, qui va s'agenouiller devant son maître, donc ça revient à l'image d'un bon croyant face à Dieu, on va s'agenouiller, etc. Le chat, lui, il garde sa liberté, il fait ce qu'il veut, il vient quand il veut, il repart quand il veut, et il refuse qu'on le domine. C'est lui qui décide, il est comme ça. Et dans une société basée littéralement sur l'obéissance totale, cette indépendance, elle était vue comme de l'arrogance, de la rébellion pure. Et ça, c'est les deux plus grands péchés du diable, bien entendu. Et donc, dans les livres sur les démons des 16e et 17e siècles, le chat devient également un familier. Un familier, c'est un petit démon incarné sous forme d'animal et offert par Satan à la sorcière de leur pacte. Voilà, parce que quand il y a une sorcière qui fait un pacte avec le diable, avec Satan lui offre un animal qui est censé être l'incarnation du diable. Et donc le chat devient ce familier-là. La justice croyait que la sorcière nourrissait également son chat avec son propre sang ou avec du lait issu d'un téton du diable. Qu'est-ce que c'est le téton du diable ? Je vous invite encore une fois à aller écouter l'épisode que j'ai consacré à la chasse aux sorcières parce que j'en parle beaucoup plus précisément. C'est une marque sur le corps, peu importe la marque sur le corps, vraiment n'importe quelle. Et si vous avez du vitiligo à l'époque, franchement, pendez-vous directement parce que il allait vous arriver des dingueries. Une tache de naissance, un grain de beauté, une cicatrice qui te fait pas particulièrement mal, je sais pas, une tache, n'importe quoi. Que les juges cherchent sur le corps des accusés. Et il y a plein de femmes qui justement avaient, je sais pas, un grain de beauté, un truc là, et en fait on va se dire « Ah, c'est la marque du diable !» Et c'est ça le téton du diable, et en fait grâce à ça tu vas nourrir ton familier. Bref, ils sont complètement teuteux. Donc on croyait aussi d'ailleurs qu'elle pouvait se transformer. La bêtise ne s'arrête pas. La sorcière était censée pouvoir prendre la forme d'un chat jusqu'à 9 fois. C'est fatigant. Pour s'introduire chez ses voisins, empoisonner le bétail, étouffer les bébés dans leur berceau ou faire tourner le lait. Voilà, vraiment. Donc, le chat noir devient le symbole ultime du diable. La couleur noire est associée à l'obscurité, à la mort. En plus, tout ça, ça fait du chat noir, du coup, la victime principale de cette idée-là. Pendant des fêtes religieuses même, comme la Saint-Jean, il était courant d'enfermer des chats noirs dans des paniers et de les brûler vifs sur la place publique pour chasser le mal et purifier le village. C'est affreux. C'est affreux. Et dire qu'encore maintenant, c'est vraiment eux qui sont le plus maltraités, quoi. Les pauvres chats noirs, alors que moi, je rêverais d'avoir un chat noir. Genre, j'adore. Mais je suis allergique, vraiment, ça me saoule. Ensuite, après les chasses aux sorcières, l'isolement de la femme seule va s'aggraver. C'est un cercle vicieux qui va se créer. C'est-à-dire que la société va rejeter la femme célibataire ou âgée, va la soupçonner de quelque chose, la mettre à l'écart. Ensuite, elle va être souvent rejetée par le village et donc elle va se replier chez elle. Et elle va trouver, logiquement, dans la présence des animaux, notamment le chat qui est facile à nourrir, etc. C'est facile de vivre avec un chat. Elle va trouver, dans la présence de ces chats-là, un réconfort. Donc c'est-à-dire qu'on va pousser la femme à se retrancher loin des autres humains et du coup plus près des animaux, et justement parce qu'elle reste auprès des animaux, on va encore plus la soupçonner de quelque chose. Les gens du village, ils vont souvent utiliser la présence des chats pour prouver qu'il y avait une raison de la rejeter initialement. Regardez, en fait, elle a que des chats, elle parle qu'à ses bêtes, elle est pas normale, c'est une sorcière. Bref. Et donc en fait, c'est vraiment ça qui va créer le mythe. Et au 19e siècle, avec l'arrivée de la médecine moderne et les débuts de la psychiatrie, ce comportement-là, il va être vu aussi comme une maladie. Vraiment, on ne s'arrête jamais. Donc, on le sait, il y a l'obligation de devenir une épouse qui va être
très très importante au fil des années. Hein. Et la société bourgeoise, elle va décréter que le rôle naturel et moral d'une femme, en effet, c'est toujours de donner naissance et d'élever des enfants dans le cadre du mariage. Et sauf que la femme sans enfant qui va s'occuper de ses animaux, parce que, je sais pas, encore une fois, elle est célibataire ou parce qu'elle est veuve ou quoi ou qu'est-ce, une femme sans enfant qui a des animaux, elle va être analysée par les médecins au 19e siècle comme une personne frustrée. Forcément, forcément, parce qu'encore une fois, vivre sans un homme, c'est forcément être frustré. Il y a forcément une maladie derrière. Et du coup, on va décréter qu'elle souffre de troubles mentaux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'électrochocs. Les femmes vivent beaucoup d'électrochocs parce que les maris peuvent les interner pour n'importe quelle raison, ou même ton père peut t'interner, ton frère peut t'interner. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui vont être lobotomisées, littéralement, pour rien. Voilà, pour rien. Je sais pas si en soi pourrait y avoir une raison, mais là, vraiment, c'est juste pour rien. Voilà. Et on affirme que son instinct de mère s'est trompé de cible pour se porter sur ses bêtes. Et du coup, en fait, il faut faire un électrochoc pour qu'elle arrête de croire que le chat, c'est son enfant, quoi. Donc le chat devient non plus un démon au 19e siècle, mais le signe d'un problème psychologique. En fait, c'est vraiment, on est prêt à trouver n'importe quelle connerie alors que la seule explication, c'est juste, j'ai pas envie d'un mec. En fait, c'est juste ça. Sauf que je pense que si tu leur disais ça, ils diraient, je comprends pas. Ils comprendraient pas. Ils comprendraient pas. C'est pas possible. T'as un problème psychologique. Non, mais je t'assure, t'as un problème psychologique. Ensuite, au XXe siècle, il y a le cinéma, la télévision, les livres qui vont fixer ce cliché à travers des personnages justement de télé, etc. Donc on va avoir des personnages très fréquents qui vont revenir. La vieille fille aigrie qui vit dans une maison encombrée, sombre, qui pue, qui est moche, qui sent la litière, qui est abominable et qui n'a que des chats. Le remplacement aussi de la famille, c'est-à-dire qu'on va la montrer en train de parler à ses chats comme à des enfants, en leur léguant limite toute sa fortune, comme dans les Aristochats, ou en les accumulant sans pouvoir s'arrêter, comme le personnage d'Eleanor Abernathy dans Les Simpsons. Donc c'est vraiment une image qui va se créer, vraiment, et qui va vraiment, peut-être pas se créer, mais s'ancrer, parce que ça, comme on l'a dit, ça fait des siècles qu'on en parle déjà de ça. Et le message qui est envoyé aux jeunes femmes à travers toutes ces images, c'est si vous ne trouvez pas un homme à temps, si vous faites passer votre carrière ou votre liberté en premier, voilà ce que vous deviendrez. Une femme ridicule, seule, oubliée, moche, qui pue et entourée de chats. Et heureusement, maintenant, avec la Gen Z, on est en train de remettre le mythe à jour en disant, mais en fait, ce serait génial de finir avec des chats. Ce serait génial. Et puis même d'être une femme moche, ok. Who cares? Who cares? Être une femme seule avec des chats, I mean, for me, it's paradise. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment lié aux chats. Parce qu'une femme seule avec des chiens, je crois pas que les gens se disent « Oh my god, moi je serais une femme seule avec des chiens, mais la best life en fait. » Je pense que vraiment, c'est les hommes qui transposent leurs propres insécurités parce qu'un homme seul avec des chats, un homme seul avec des chiens, un homme seul, tout simplement, il meurt. Et ça, c'est comme, je l'ai dit dans d'autres épisodes, hein, la question du mariage, par exemple. Les femmes qui ne sont pas mariées ou qui sont seules ont souvent une espérance de vie qui est plus longue. Alors que les hommes non mariés, pas du tout. Les hommes non mariés, les hommes seuls deviennent des incels qui vont assassiner des femmes. Les hommes non mariés, les hommes seuls deviennent dépressifs. Les hommes non mariés, seuls, qui estiment, bien entendu, que les hommes ont tendance à se laisser aller sans avoir une femme à leur côté, quoi. Parce qu'ils savent pas se faire à bouffer, ils savent pas vivre, ils savent pas, en fait, ils ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a autant qui vont à l'armée, putain. Putain, ils rêvent que quelqu'un leur dise quoi faire. Les hommes adorent qu'on leur dise quoi faire. C'est pour ça qu'ils écoutent leur maman et qu'ils restent proches de leur maman, parce que leur maman, elle sait. Oh, maman, comment je vais faire? C'est pour ça qu'il y a autant de Tanguy. Les Tanguy qui vivent encore chez leur daronne à 35 ans. Tout simplement. C'est pour ça. Bref, moi, les femmes, je vous encourage à, du coup, adopter des chats noirs. Et aussi, également, à vivre comme vous le sentez. Si vous voulez vivre seul avec des chats, mais allez-y, let's go, slay, en fait. Vous êtes des reines.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!